Dehors payer les factures ne fait pas de toi la famille, a hurlé mon père à Noël. Maman a chuchoté, tu es juste jalouse de ton frère. J'ai souri. Alors, laisse-le payer les 9600 €. Cette nuit-là, j'ai tout coupé. Au matin gendarme, larmes, chaos. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, et jusqu'à ce Noël, j'étais ce que l'on pourrait appeler la fille parfaite. La fille qui, en secret, versait 9600 € chaque année pour subvenir aux besoins de mes parents ingrats. Mais cette façade a volé en éclats lors du dîner de Noël. Mon père, devant toute la famille réunie, m'a hurlé de partir. Dehors payer les factures ne fait pas d'ETOI la famille, a-t-il crié, le visage rouge de colère. Ma mère a murmuré, avec un venin à peine dissimulé, tu es juste jalouse de ton frère. Un sourire étrange s'est dessiné sur mes lèvres. Alors, laisse-le payer les 9600 €. Cette nuit-là, dans le silence glacial de mon appartement parisien, j'ai tout coupé. Absolument tout. Ce que je n'avais pas prévu, c'était le chaos total qui allait s'ensuivre. Au petit matin, il y avait les gendarmes, les larmes, et un désordre indescriptible. Avant que je vous raconte en détail comment les gendarmes ont débarqué chez mes parents au petit matin du 25 décembre, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une petite tradition que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous connecter les uns aux autres. Et si le sujet de la famille toxique vous parle, si vous avez déjà ressenti ce poids de l'injustice, abonnez-vous, car cette histoire pourrait bien résonner en vous d'une manière que vous n'imaginez pas. Mon histoire commence à Lyon, dans un quartier pavillonnaire de la classe moyenne où les pelouses étaient toujours bien tondues et les apparences, primordiales. Une de ces rues tranquilles où chaque famille semble parfaite derrière ses volets clos. J'ai grandi avec mes parents, Hélène et Bernard, et mon petit frère, Léo, de 5 ans mon cadet. De l'extérieur, nous étions la famille idéale. Un père travailleur, une mère au foyer dévouée, et 2 enfants. Mais à l'intérieur, la réalité était bien différente. Dès mon plus jeune âge, un déséquilibre flagrant régnait dans notre foyer. Léo était le roi, l'enfant prodige, le « fils en or » incontesté. Il n'était pas seulement le préféré, il était le soleil autour duquel notre petite galaxie familiale tournait. J'ai remarqué cette préférence très tôt, avec la clarté brutale de l'enfance. Je devais avoir 7 ans quand il a reçu un vélo de course flambant neuf, bleu métallisé, pour avoir obtenu un simple « passable » sur son bulletin scolaire. Un vélo qui a coûté une petite fortune. Moi, avec mes félicitations du jury, j'ai eu droit à une tape sur la tête et un « continue comme ça, c'est bien ». J'ai regardé son vélo briller sous le soleil du jardin, et j'ai ressenti pour la première fois cette piqûre froide de l'injustice. Ce n'était pas de la jalousie, pas encore. C'était de l'incompréhension. Que avais-je fait de mal? Pourquoi mes efforts ne valaient-ils qu'une tape sur la tête? Ce fut le début d'un schéma qui allait définir toute notre enfance, et bien au-delà. Léo avait la plus grande chambre, celle avec le balcon. Il avait les vêtements de marque, tandis que je portais souvent les siens, devenus trop petits. Lors des fêtes de l'école, leurs applaudissements pour ses piètres performances au football couvraient mes discours de première de la classe. J'ai appris à accepter ma place, celle de la fille fiable, responsable, mais étrangement invisible. Celle qui, quoi qu'elle fasse, ne pourrait jamais rivaliser avec le charisme naturel et l'insouciance de son frère aux yeux de nos parents. Alors, je me suis réfugiée dans les études, travaillant sans relâche. Je pensais, avec la naïveté de l'enfant qui veut plaire, que la réussite scolaire serait peut-être la clé pour enfin obtenir leur reconnaissance, leur fierté. Je collectionnais les bonnes notes comme des médailles, espérant qu'un jour, la pile serait assez haute pour qu'ils me voient enfin, moi, Chloé, et pas seulement la sœur de Léo. Mais chaque bulletin excellent était accueilli avec une indifférence polie, c'est normal, tu es intelligente, tandis que la moindre réussite de Léo était célébrée comme un exploit national. Il était charmant, oui, et savait exactement comment jouer de son statut. Moi, j'étais sérieuse, studieuse, et apparemment, terriblement ennuyeuse. Cette dynamique a créé un fossé entre nous, un fossé que je passerai des années à essayer de combler avec de l'argent, sans comprendre que certains vides ne peuvent être remplis, surtout quand on est la seule à essayer.
Je pensais que c'était le plus grand sacrifice que je ferais pour eux. J'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début de leur dépendance. Le véritable tournant, le moment où ma vie a basculé d'une simple injustice enfantine à une responsabilité écrasante, est survenu à mes 18 ans. L'âge de l'indépendance pour beaucoup, mais pour moi, ce fut l'âge où mes chaînes se sont resserrées. Mon père, Bernard, a perdu son emploi à l'usine de Vénissieux où il travaillait comme contremaître depuis plus de 20 ans. L'entreprise délocalisait une partie de sa production en Europe de l'Est, et malgré son ancienneté, il faisait partie de la première vague de licenciements. Ce fut un choc terrible, un tremblement de terre qui a secoué les fondations de notre famille. Mon père, cet homme que j'avais toujours vu comme un roc, était brisé. Il passait ses journées sur le canapé, le regard vide, alternant entre la colère et l'abattement. Ma mère, Hélène, n'avait toujours été qu'assistante à temps partiel dans un cabinet dentaire, et son maigre salaire ne suffisait même pas à couvrir les charges de la maison. Les finances de la famille ont plongé en chute libre. J'étais sur le point d'entrer à l'université, ayant été acceptée dans une prestigieuse école d'ingénieurs à Paris. C'était mon rêve, mon ticket de sortie. Mais ce rêve avait un coût. Contrairement à Léo, encore au lycée et soigneusement protégé de la tempête financière qui faisait rage, j'ai dû trouver seul comment financer mes études. Ce fut un baptême du feu brutal. Mes parents m'ont dit clairement, on ne peut rien pour toi, Chloé. Tu comprends, avec la situation? J'ai compris. J'ai toujours compris. J'ai donc contracté des prêts étudiants, des prêts qui me semblaient être une montagne de dettes insurmontables. Pour survivre, j'ai dû jongler avec 3 petits boulots, et à peine dormi pendant les 5 années de mes études. Ma vie était un marathon incessant, une course contre la montre et la fatigue. Le matin, dès 6 heures, je servais des cafés et des croissants dans un bistrot près de la fac, l'odeur du café imprégnant mes vêtements pour le reste de la journée. L'après-midi, je trouvais refuge dans le silence feutré de la bibliothèque universitaire, où je travaillais comme assistante. Et la nuit, je faisais de la saisie de données depuis ma minuscule chambre d'étudiante de 9 mètres carrés, les yeux brûlants de fatigue, fixant l'écran de l'ordinateur jusqu'à l'aube. Je me nourrissais de pâtes et de rêves, me répétant que chaque sacrifice en valait la peine, que je construisais mon avenir, brique par brique, dans la solitude et l'épuisement. Pendant ce temps, Léo continuait de recevoir tout le soutien financier que nos parents pouvaient encore rassembler. Quand il a commencé ses études 3 ans plus tard, il n'a pas choisi une université publique. Non, il a choisi une école de commerce privée et hors de prix à Lyon, parce que c'était mieux pour son réseau. Et mes parents, miraculeusement, ont trouvé l'argent. Comment? En hypothéquant la maison une seconde fois. Cette maison pour laquelle je me tuais à la tâche, en voyant le peu d'argent que je parvenais à économiser pour les aider à payer les factures, afin qu'ils ne la perdent pas. La pilule était amère, presque impossible à avaler. J'ai appris la nouvelle par hasard, lors d'un rare week-end à la maison. J'ai vu les papiers de la banque sur la table de la cuisine. J'ai ressenti une colère froide monter en moi, mais je n'ai rien dit. À quoi bon? J'ai avalé ma rancœur, une fois de plus, me disant qu'ils faisaient de leur mieux, que la situation était compliquée. Mais au fond de moi, cette petite voix, de plus en plus forte, me chuchotait que l'équité avait depuis longtemps déserté notre foyer. Par une sorte de miracle de détermination et grâce à des quantités astronomiques de café, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Après 6 mois de recherche d'emploi acharnée, à envoyer des centaines de CV, j'ai décroché un poste dans une start-up en pleine croissance dans le secteur de la tech à Paris. À 24 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Pour la première fois de ma vie, je pouvais enfin respirer financièrement. La sensation était enivrante, un mélange de fierté et de soulagement immense. J'avais réussi. Seul. C'est à ce moment précis que mes parents ont recommencé à appeler plus souvent. Leur voix était soudainement plus douce, plus intéressée. Je pensais naïvement qu'ils étaient fiers de moi. J'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début de leur dépendance. En moins d'1 an, je suis devenu, sans même m'en rendre compte, le pilier financier de mes parents. Ce qui avait commencé par une offre sincère de « coup de main » s'est transformé en un système bien huilé de dépendance. Je payais leur crédit immobilier de 800 € par mois, un prélèvement automatique que j'avais mis en place pour les soulager temporairement. Je payais leurs factures d'électricité,
d'eau et de gaz, environ 400 €. Je payais les mensualités de leurs 2 voitures, une vieille Renault pour mon père et une petite Peugeot pour ma mère, pour un total de 600 €. Au total, 9 600 € par an, une somme fixe qui sortait de mon compte sans même que j'y pense, comme une taxe sur ma réussite. Mes parents ne m'ont jamais explicitement demandé de prendre en charge ces responsabilités de façon permanente. Leur technique était bien plus subtile, bien plus manipulatrice. Il n'y a pas eu de grandes discussions, pas de contrat signé. Tout s'est fait par glissements successifs, par une série de « juste ce mois-ci, ma chérie, on est un peu juste » qui se sont transformés en une attente permanente. Il y avait toujours une urgence, une chaudière à remplacer en plein hiver, une réparation de voiture imprévue qui tombait vraiment mal. Et à chaque fois, j'étais là. Je virais l'argent, soulagée de pouvoir résoudre leurs problèmes, sans voir que j'étais devenue la solution à tous leurs problèmes, y compris ceux qu'ils créaient eux-mêmes par leur mauvaise gestion. C'était devenu une habitude, une obligation morale plutôt qu'un choix éclairé. Pendant ce temps, Léo, diplômé de sa prestigieuse école de commerce, s'était lancé dans une série d'aventures entrepreneuriales, toutes plus vouées à l'échec les unes que les autres. D'abord, une boutique en ligne de dropshipping, de gadgets électroniques qui a fait faillite en 6 mois, le laissant avec des dettes. Ensuite, l'idée d'un food truck de burgers gourmet qui n'a jamais eu de camion, le projet s'étant arrêté après l'achat d'une friteuse professionnelle hors de prix. Après ça, un investissement hasardeux dans les crypto-monnaies, sur les conseils d'un ami expert, qui leur a fait perdre, à lui et à mes parents, qui lui avaient confié une partie de leurs dernières économies, près de 15 000 €. À travers tout cela, mes parents restaient ses plus grands supporters, ses plus ardents défenseurs. Léo a juste besoin d'un coup de pouce pour décoller, disait ma mère avec une admiration sans borne. Il a une telle vision, il est tellement créatif. Mon père, lui, parlait fièrement du businessman, qu'était son fils à ses voisins, mentionnant rarement ma carrière stable qui, littéralement, payait pour que leur lumière reste allumée. Ma meilleure amie, Sophie, que j'avais rencontrée dans la misère de nos jobs étudiants à la fac, voyait la situation avec une clarté dévastatrice que je refusais d'admettre. Chloé, il profite de toi, ouvre les yeux, me disait-elle lors de nos soirées vin fromage dans mon petit appartement parisien. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? 9 600 € par an, sans compter les extras. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Même pas un merci sincère. Je répondais toujours la même chose, avec une conviction qui s'effritait un peu plus à chaque fois, c'est ma famille, sauf. Qu'est-ce que je suis censée faire? Les laisser perdre leur maison? Elle secouait la tête, un regard de pitié dans les yeux. Il y a une différence entre aider sa famille et être utilisé par elle. Tu as leur plan de retraite, Chloé. Je savais qu'elle avait raison. Mais l'admettre signifiait affronter une vérité trop douloureuse, les gens qui m'avaient élevé m'aimaient peut-être, mais ils aimaient encore plus mon argent. Alors, j'ai continué à payer, espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Il y a eu des moments où leur ingratitude était si flagrante qu'elle en devenait physiquement douloureuse. Pour les 60 ans de ma mère, j'ai dépensé 2 000 € pour un week-end surprise à Venise pour elle et mon père. Hôtel de charme, tour en gondole, restaurant avec vue sur le Grand Canal. À leur retour, tout ce que j'ai entendu, c'est à quel point la carte que Léo lui avait écrite était magnifique, pleine d'émotions. Mon cadeau n'a mérité qu'un bref, c'était sympa, un peu trop de touristes, avant que la conversation ne revienne sur la dernière idée de génie de Léo. Sophie appelait le bocal en verre où je mettais de l'argent de côté pour leurs urgences mon pot de culpabilité. Bientôt, ce pot allait déborder de la pire des manières. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à payer, en espérant que les choses changent, ou auriez-vous mis des limites, au risque de créer un conflit familial? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Car la décision que j'ai dû prendre plus tard a été la plus difficile de ma vie, et je me demande souvent si j'aurais pu agir différemment, plus tôt. L'année dernière, après des années de sacrifices et d'économies drastiques sur mon propre style de vie, j'avais enfin réussi à mettre de côté 5 000 €. Ce n'était pas une somme énorme dans l'absolu, mais pour moi, elle représentait tout. C'était le fruit de déjeuners sautés, de vacances reportées, de soirées passées à travailler sur des projets freelance plutôt qu'à sortir. C'était l'acompte pour mon premier appartement, le symbole tangible de mon indépendance durement gagnée.
J'avais passé des semaines à éplucher les annonces immobilières, à rêver de murs que je pourrais peindre de la couleur de mon choix, d'un petit balcon où je pourrais enfin avoir un pot de basilic. L'excitation était si grande, si pure, que j'ai commis l'erreur fatale de la partager. Lors d'un appel téléphonique, j'en ai parlé à ma mère, ma voix tremblante d'enthousiasme. Je lui ai décrit le petit 2 pièces que j'avais repéré dans le 15e arrondissement, près de mon travail. Elle a semblé heureuse pour moi, sa voix pleine d'une fausse chaleur. « Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi. » C'est ce que j'ai cru. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix méconnaissable, déformée par la panique. « Chloé, c'est une catastrophe. Léo, il a de très, très gros ennuis. » Mon cœur s'est instantanément serré. Un accident? Une maladie? Elle m'a expliqué, entre deux sanglots, qu'il avait emprunté 5 000 € sur leur compte épargne pour investir dans une affaire, sûre à 100%, avec un ami, un certain Pierre. Bien sûr, l'affaire avait tourné au vinaigre et l'argent avait disparu. Maintenant, ce Pierre, qui s'est avéré être un prêteur sur gage peu recommandable du quartier, menaçait Léo physiquement. La somme était étrangement, douloureusement familière. 5 000 €? C'est tout ce qui leur restait, ai-je demandé, une suspicion glaciale s'insinuant en moi. Furieuse, sentant le piège se refermer, j'ai appelé Léo directement. Au début, il a nié en bloc, jouant l'innocent. Mais face à mes questions précises, il a fini par craquer. La vérité était bien pire, bien plus sordide que ce que j'imaginais. Il n'avait jamais pris l'argent de nos parents. Il n'y en avait plus depuis longtemps. Il avait entendu ma mère parler de mon projet d'appartement et de mes économies. Profitant d'une visite à la maison quelques semaines plus tôt, il avait fouillé dans le sac à main de ma mère, où elle gardait de vieux papiers, et avait trouvé un de mes anciens relevés de compte que je lui avais donné pour une démarche administrative. Avec mon nom, mon adresse et mon numéro de compte, il avait réussi, par une série de mensonges au téléphone et de manipulations en ligne, à se faire passer pour moi et à effectuer un virement depuis mon compte épargne vers le sien. Il pensait, dans sa stupidité arrogante et son sentiment d'impunité, pouvoir doubler la somme en quelques jours grâce à un pari sportif et la remettre sur mon compte avant que je ne m'en aperçoive. « Je voulais juste te rendre fière, Serette, a-t-il osé dire, sa voix géniarde. Je voulais te montrer que moi aussi, je pouvais réussir. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était un vol. Une trahison calculée. J'ai rappelé mes parents, hurlant presque dans le téléphone, leur racontant ce que leur fils en or avait réellement fait. Leur réaction m'a achevé. Au lieu de la fureur que j'attendais envers Léo, j'ai eu droit à des supplications. « S'il te plaît, Chloé, ne porte pas plainte, » a pleuré ma mère. Ce serait la honte sur notre famille. Il est jeune, il a fait une bêtise, il ne réfléchit pas. Mon père a pris le relais, sa voix grave et sentencieuse, la voix de l'autorité morale. L'argent, ça va, ça vient, mais la famille, c'est pour la vie. Il a juste essayé de s'en sortir. Tu as un bon salaire, tu peux te le permettre. Lui, il se bat. Ne sois pas égoïste. Égoïste? Le mot a résonné en moi. J'étais égoïste de vouloir garder l'argent que j'avais gagné. J'étais égoïste de refuser d'être volé par mon propre frère. Ils ne défendaient pas leur fils. Ils me demandaient de sacrifier mon rêve, ma sécurité, pour réparer son irresponsabilité et préserver leur précieuse image. J'ai raccroché, le souffle coupé. J'ai regardé l'annonce de l'appartement sur mon ordinateur, les photos de ce futur qui ne serait jamais le mien, puis je l'ai fermé. Le rêve était mort. Et avec lui, une partie immense et irremplaçable de l'amour que je portais à ma famille. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de l'amour filial que je ressentais, mais le froid glacial d'une transaction commerciale où j'étais la seule à payer, encore et toujours. Les mois qui ont suivi cette trahison ont été un long et silencieux purgatoire. J'ai gardé mes distances, érigeant un mur de glace autour de mon cœur. Je répondais aux appels de mes parents par des réponses courtes et polies, des monosyllabes qui ne laissaient aucune place à l'intimité. Je n'ai pas coupé les ponts, ni le soutien financier. Pourquoi? J'aimerais pouvoir dire que c'était par noblesse d'âme, mais la vérité est que j'étais paralysée.
Paralysés par la peur de la confrontation finale, par la culpabilité profondément ancrée qu'ils avaient mis des années à cultiver en moi. J'étais incapable de pardonner, mais aussi terrifiée à l'idée de la guerre que déclencherait un changement radical. Alors, j'ai continué à payer. Mais mon cœur n'y était plus. Chaque virement automatique était un rappel amer de mon appartement perdu, de la confiance brisée, du respect bafoué. C'était le prix de la paix, une paix empoisonnée. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu une prime exceptionnelle au travail. Mon projet avait été un succès retentissant, et mon entreprise m'a récompensé avec une somme conséquente qui a mis un peu de baume sur mon compte en banque meurtri et sur mon ego professionnel. Le jour même, comme par une cruelle coïncidence, ma mère a appelé. Sa voix était mielleuse, anormalement douce, un ton qu'elle réservait aux grandes manœuvres de manipulation. Ma chérie, on pensait à Noël. Ce serait tellement merveilleux si tu pouvais organiser le dîner cette année, dans ton bel appartement à Paris. Tu sais, pour changer un peu, et puis ce serait moins de fatigue pour nous. L'ironie était si épaisse qu'elle aurait pu être coupée au couteau. Me demander d'accueillir la famille dans l'appartement même que je n'avais pas pu acheter à cause de leur fils. C'était d'une audace inouïe. J'aurais dû refuser. Une voix à l'intérieur de moi hurlait de dire non, de raccrocher. Mais une autre partie de moi, cette petite fille stupide et désespérée qui espérait encore leur approbation, a accepté. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être que s'ils voyaient l'effort que je faisais, le luxe que je pouvais leur offrir, ils comprendraient enfin ma valeur. C'était un espoir irrationnel, mais il était tout ce qui me restait. Le week-end précédent Noël, je me suis lancée dans les préparatifs avec une énergie frénétique. J'ai fait les courses chez les meilleurs traiteurs de Paris. J'ai dépensé une fortune, plus de 500 €. Un chapon de braise farci aux morilles, du foie gras mi-cuit du sud-ouest, des huîtres de Cancale, une bûche signée par un grand pâtissier, plusieurs bouteilles de champagne. Je voulais que tout soit parfait, irréprochable, pour ne leur laisser aucune prise, aucune critique possible. Sophie m'a regardé faire, les bras croisés, le regard triste. Tu essaies d'acheter leur amour, Chloé. Ça ne marchera jamais. Tu ne fais que monter les enchères de ta propre déception. J'ai ignoré sa remarque, trop occupée à choisir le vin qui s'accorderait parfaitement avec le chapon. 3 jours avant le réveillon, le téléphone sonne. Ma mère. On a réfléchi, a-t-elle commencé, et je savais que cette phrase n'annonçait jamais rien de bon. Ce serait quand même mieux de faire le dîner chez nous, à Lyon. C'est plus chaleureux, plus familial. Tu sais comment ton père est attaché aux traditions. Et puis, ta tante Isabelle préférerait ne pas avoir à monter sur Paris. J'ai regardé mon réfrigérateur plein à craquer, la table de fête que j'avais déjà commencé à décorer avec du hou et des bougies. Mais maman, j'ai déjà tout acheté. J'ai passé des jours à tout préparer. Sa réponse a été d'une simplicité désarmante, presque cruelle, eh bien, tu n'as qu'à tout apporter ici. Ce n'est pas si compliqué. Tu as une grande voiture. Alors, comme toujours, j'ai cédé. J'ai réorganisé mes plans, passé des heures à emballer la nourriture dans des glacières, à protéger la vaisselle fine. La veille de Noël, j'ai fait les 4 heures de route de Paris à Lyon, ma voiture chargée comme pour un déménagement. En arrivant chez mes parents pour déposer les premières affaires, je les ai trouvés dans le salon. Mon père était au téléphone avec mon oncle Gérard. Je me suis arrêtée dans le couloir, et je l'ai entendu dire, sa voix pleine d'un mépris lasse, « Oui, Chloé aide pour le dîner. Enfin, elle apporte quelques trucs. Mais entre nous, elle ne fait jamais assez pour nous, vu tout l'argent qu'elle gagne. » Je suis restée figée, un plat de petits fours à la main. Jamais assez. La phrase tournait en boucle dans ma tête. Je leur donnais près de 30 000 € par an, et ce n'était jamais assez. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mais ce que j'ignorais, c'est que la vraie humiliation n'avait même pas encore commencé. Le jour de Noël, je suis arrivée chez mes parents vers 17 h, le cœur lourd mais avec cette lueur d'espoir tenace et stupide qui refusait de mourir. J'ai frappé à la porte de la maison de mon enfance, cette maison dont je payais le crédit, les bras chargés de sacs contenant les derniers préparatifs du festin. Mon père a ouvert après plusieurs secondes, l'air contrarié. Son regard a balayé à peine les provisions que j'apportais. « Tu bloques l'allée » a-t-il grogné en guise de bonjour. Léo va arriver,
il doit pouvoir se garer juste devant. J'ai ravalé une réplique cinglante, une habitude bien ancrée. Bonjour à toi aussi, papa. Je bougerai la voiture dès que j'aurai tout déchargé. Son regard s'est alors posé sur moi, un regard critique qui me déshabillait de toute confiance. C'est une nouvelle voiture? Elle a l'air bien luxueuse pour quelqu'un de ton âge. C'était une berline de milieu de gamme, le premier véhicule neuf que je m'offrais après des années à rouler dans une vieille voiture d'occasion qui menaçait de tomber en panne à chaque trajet. J'ai senti le besoin de me justifier. J'avais besoin d'une voiture fiable pour le travail. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, une fausse animation sur le visage. Son sourire était pincé, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, comme tu es élégante, a-t-elle dit, en désignant ma simple robe en velours que j'avais choisie avec soin. Certaines d'entre nous sont en cuisine depuis 6 heures ce matin, on n'a pas eu le temps pour tout ça. C'était une pique, une façon de me rappeler que, malgré tout ce que j'apportais, je n'étais pas celle qui faisait vraiment. Je lui ai montré les sacs. J'ai tout apporté, déjà préparé. Le chapon, les accompagnements. Il n'y a plus qu'à réchauffer et à dresser. Elle a haussé les épaules avec une indifférence étudiée. Le four est à toi. J'ai quand même commencé ma farce traditionnelle. Tu sais que ton père n'aime que la mienne. J'ai passé les 3 heures suivantes seule en cuisine, dans un balai silencieux et solitaire. J'ai réchauffé, dressé, organisé. L'odeur du chapon rôti et des marrons emplissait la maison, mais personne n'est venu voir, personne n'a proposé son aide. Depuis l'entrebâillement de la porte, je voyais mes parents avachis dans le canapé, absorbés par un bêtisier à la télévision, riant bruyamment. J'étais la technicienne de surface de leur bonheur. À 19h30, la sonnette a retenti. J'ai entendu des exclamations de joie, le rire tonitruant de mon frère. Léo était arrivé. Il n'avait rien apporté d'autre que sa personne, mais il a été accueilli comme un héros revenant de la guerre. Le voilà, l'homme de la soirée, s'est exclamé mon père en lui donnant une grande claque dans le dos. Peu après, ma tante Isabelle, mon oncle Gérard et ma cousine Manon sont arrivés, apportant une bouteille de crément et une boîte de chocolat qui ont reçu des louanges dithyrambiques de ma mère. Je sentais la colère monter en moi, une vague brûlante qui menaçait de déborder. J'ai pris une grande inspiration, en me disant de tenir bon, de ne pas gâcher la soirée. Juste tenir. Mais ensuite, mon père a fait l'annonce qui a tout fait voler en éclats. Nous nous sommes finalement réunis autour de la table que j'avais mis plus d'1 heure à décorer. J'avais mis les petits plats dans les grands, le chapon était doré à point, les accompagnements variés et délicats. Le chapon a l'air un peu sec, a commenté ma mère alors que mon père commençait la découpe. J'ai serré les poings sous la table. Je l'avais arrosé toutes les 15 minutes avec une application quasi chirurgicale. Le vin, un Saint-Émilion que j'avais payé une petite fortune, a été jugé un peu âpre par mon père. Léo, lui, se resservait déjà un 2e verre en disant que le vin gratuit est toujours le meilleur. La conversation tournait exclusivement autour de lui, de ses projets, de ses anecdotes. Mon oncle Gérard a bien tenté de s'intéresser à mon travail. Alors Chloé, ta mère m'a dit que tu travaillais dans l'informatique. Qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai commencé à expliquer mon rôle de chef de projet, le lancement réussi d'une nouvelle application qui allait être utilisée par des milliers de personnes. Donc tu répares les ordinateurs quand ils tombent en panne, m'a coupé mon père avec un sourire condescendant. Avant que je puisse répondre, ma mère a enchaîné, se tournant vers Léo avec un regard brillant d'admiration, en parlant de projets réussis, chérie, raconte-nous ta nouvelle idée. Mon succès, fruit de mois de travail acharné, a été balayé en 1 seconde pour faire place au dernier concept fumeux de mon frère. La soirée n'était qu'une longue et douloureuse démonstration de mon invisibilité. Mais le pire, le coup de grâce, était encore à venir. Alors que nous passions au dessert, la magnifique bûche que j'avais commandée chez un grand pâtissier parisien, Léo continuait son monologue. Il était au centre de l'attention, décrivant avec une confiance inébranlable sa nouvelle idée de génie, une application de fitness révolutionnaire qui allait, selon lui, disrupter le marché. Il parlait de levée de fonds, de business plan, de valorisation, un jargon qu'il maîtrisait à la perfection pour masquer le vide de ses projets. L'investissement initial n'est même pas si énorme, disait-il en gesticulant avec sa cuillère à dessert.
Juste 40 000 € pour construire le prototype et lancer une campagne marketing agressive. Ma mère hochait la tête à chaque mot, les yeux brillants d'une admiration aveugle. Justement, nous pensions que nous pourrions peut-être t'aider à démarrer, n'est-ce pas, Bernard? Mon père a bombé le torse, prenant un air grave et important. Absolument. Il nous reste quelques économies. La famille doit soutenir les rêves de chacun. C'est le plus important. J'ai failli m'étouffer avec ma part de bûche. Un rire amer est monté dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Les quelques économies dont il parlait, c'était leur fonds de retraite, ce qui restait après avoir financé les études de Léo et épongé ses dettes précédentes. Un fonds déjà dangereusement bas. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas cette fois. Léo, ai-je dit, en m'efforçant de garder un ton calme et neutre. En quoi cette application est-elle différente des centaines d'autres qui existent déjà sur le marché? As-tu fait une véritable étude de marché? Léo a levé les yeux au ciel, exaspéré par mon manque d'enthousiasme. Bien sûr que oui, Chloé. La mienne a un angle unique, un algorithme personnalisé que personne d'autre n'a. Lequel, ai-je insisté, refusant de lâcher. Il est devenu évasif, agitant la main. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques ici. Le vol d'idées est une réalité dans la tech, tu devrais le savoir. J'ai pris une lente inspiration, sentant tous les regards tournés vers moi. Je m'inquiète juste. C'est beaucoup d'argent. Le marché des applications de fitness est incroyablement saturé. Le taux d'échec pour les nouvelles entrées est de plus de 90%. Et voilà, ça recommence, à soupirer ma mère, lançant un regard désolé au reste de la table, comme pour s'excuser de mon comportement. Madame la rabat-joie. Toujours à gâcher l'enthousiasme de Léo. Je ne gâche rien du tout, me suis-je défendu, ma voix montant d'un cran. Je travaille dans ce secteur. J'essaie d'offrir une perspective réaliste avant que vous n'investissiez vos économies de toute une vie dans une autre aventure qui pourrait échouer. Qu'est-ce que tu veux dire, une autre aventure, a demandé Léo, le visage soudainement rouge de colère. Ce n'est pas parce que tu as un job de bureau ennuyeux que tout le monde veut cette vie. Certains d'entre nous prennent des risques pour accomplir de grandes choses. Des risques? Le mot est sorti, chargé de 8 ans de frustration contenue. Le vrai risque, c'est de vous voir tout miser sur une 4e idée en 3 ans, après la boutique en ligne, le food truck et les cryptos. Qui a payé les dettes à chaque fois que tu as pris des risques? Tu es juste jalouse, a craché Léo, son arme favorite. Tu as toujours été jalouse parce que papa et maman croient en moi. C'en était trop. La digue a cédé. Ma voix était calme, presque glaciale, mais chaque mot était une lame. Jalouse de quoi, Léo? De savoir qui soutient réellement papa et maman depuis 8 ans? Ce n'est pas toi et tes idées de génie. C'est moi. Leur hypothèque, leurs factures, leur voiture. Tout. 9 600 € par an. Voilà la réalité. Un silence de mort est tombé sur la table. Ma tante et mon oncle semblaient terriblement mal à l'aise. Chloé, a dit mon père, sa voix dangereusement basse, menaçante. On ne discute pas des finances familiales devant les invités. Je crois que c'est pertinent quand vous parlez d'investir de l'argent que vous n'avez pas, ai-je rétorqué, le regardant droit dans les yeux. Si vous mettez vos économies là-dedans et que ça échoue, qui pensez-vous qui devra combler le déficit? Encore moi? C'est là que mon père a explosé. Il a frappé la table de son poing, faisant sursauter les verres et les assiettes. Son visage est devenu pourpre. Dehors, a-t-il hurlé, sa voix résonnant dans toute la maison. Payer les factures ne fait pas de toi la famille. Comment oses-tu nous jeter ton aide financière à la figure? Personne ne t'a rien demandé. La pièce était silencieuse, suspendue à sa fureur. Même Léo semblait choqué. Ma mère s'est penchée et a chuchoté, assez fort pour que tout le monde entende, le coup de grâce final, tu es juste jalouse de ton frère. Un calme étrange, presque surnaturel, m'a envahi. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et je me suis levée. Alors, laisse-le payer les 9 600 €, ai-je dit doucement. Mon père n'avait pas fini. Tu as toujours été difficile. Jamais reconnaissante. Tu crois que ton job et ton argent te rendent meilleur que nous? La famille, c'est la loyauté.
Léo comprend ça. Toi, jamais. Il a pointé son doigt vers la porte. Si tu quittes cette table, ne te donne pas la peine de revenir. Ni pour Pâques, ni pour rien d'autre. En franchissant le seuil de cette porte, je savais que ma vie venait de changer pour toujours. Ils m'avaient libérée. Et j'allais leur montrer ce que signifiait vraiment cette libération. J'ai conduit sans but pendant près d'1 heure, les larmes brouillant les lumières de la ville qui défilaient comme des traînées de peinture abstraite. La radio jouait des chants de Noël, une ironie cruelle qui me vrillait les entrailles. J'ai fini par m'arrêter au parc de la Tête d'Or, un endroit habituellement plein de vie, de rires d'enfants, mais qui en cette nuit de Noël était désert, silencieux et glacial. Je me suis assise sur un banc froid, face au lac sombre dont la surface ridée par le vent reflétait un ciel sans étoiles. Le silence n'était brisé que par mes propres sanglots, des sanglots rauques, douloureux, qui semblaient venir du plus profond de mon être. 8 ans de sacrifices, d'espoirs déçus, de frustrations ravalées, tout remontait à la surface dans un torrent incontrôlable. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Sophie. Alors, le cirque familial se passe bien? J'espère que tu survis. Au lieu de répondre par un texte que je n'aurais pas pu écrire, je l'ai appelée. Quand elle a décroché, sa voix joyeuse, joyeux Noël. S'est éteinte net en entendant mes pleurs. Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'ai à peine pu parler. Entre deux hoquets, je lui ai raconté la confrontation, les mots de mon père qui résonnaient encore dans ma tête, payer les factures ne fait pas de toi la famille, et mon départ humiliant. Où es-tu? A-t-elle demandé d'une voix ferme, passée en mode gestion de crise. Au parc. Ne bouge pas. J'arrive. 20 minutes plus tard, sa petite voiture s'est garée en double fil. Elle avait quitté son propre réveillon de Noël, sa famille, pour moi. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc, m'a enlacée sans un mot et m'a laissé pleurer sur son épaule. Quand je me suis calmée, elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis tellement désolée, Chloé, a-t-elle dit doucement. Mais honnêtement, et ne le prends pas mal, je suis aussi soulagée. Il fallait que ça arrive. Ils t'ont renié ce soir. Après tout ce que tu as fait. Je crois qu'il est temps que tu les prennes au mot. Ces paroles, directes et sans fioriture, ont agi comme un électrochoc. Elle avait raison. Ils avaient prononcé la sentence eux-mêmes. Ils m'avaient libérée de mon obligation auto-imposée. En rentrant à mon appartement cette nuit-là, une étrange détermination, froide et tranchante, avait remplacé mon chagrin. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer une feuille de calcul. Je voulais voir la vérité, en noir et blanc, sans les filtres de l'amour filial ou de la culpabilité. Crédit immobilier mensuel, 800 €. Facture, électricité, eau, gaz, 400 €. Mensualité des 2 voitures, 600 €. Assurance auto, 180 €. Forfait téléphonique familial, 120 €. Internet et télévision, 150 €. Service de streaming, Netflix, Disney+, etc., 45 €. Dépenses d'urgence moyenne, dentiste, réparation, 200 €. Total mensuel, 2495 €. Total annuel, 29 940 €. Le chiffre final m'a coupé le souffle. Près de 30 000 € par an. Pas les 9 600 que j'avais mentionnés, une estimation basse que je m'étais faite pour ne pas affronter la réalité. En 8 ans, je leur avais donné près de 240 000 €. $250 000. De l'argent qui aurait pu être l'acompte pour une maison. De l'argent qui aurait pu être investi pour mon avenir. De l'argent qui ne m'avait valu que du mépris et une exclusion. En regardant cette feuille de calcul, une autre réalisation m'a frappée. Presque tous leurs services étaient liés à des comptes que j'avais créés et que je payais. Leur accès à Internet, les plateformes de streaming qu'ils regardaient tous les soirs, même le système de sécurité et de domotique que j'avais fait installer après un cambriolage dans leur quartier. Tout était à mon nom, payé par mes comptes. J'ai hésité une seconde. Une toute petite seconde. Puis les mots de mon père ont résonné dans ma tête, clairs comme du cristal, payer les factures ne fait pas de toi la famille. D'accord, ai-je murmuré à l'écran de mon ordinateur. Message reçu.
Mes doigts ont bougé avec une précision glaciale sur le clavier. J'ai commencé à annuler systématiquement les paiements et à fermer les comptes. D'abord, le prélèvement automatique pour le crédit immobilier du mois prochain. Annulé. Puis les services publics, les paiements de la voiture, l'assurance. Résilié. Pour chaque service, j'ai envoyé un email formel de résiliation, notifiant que la responsabilité du paiement revenait à Bernard et Hélène, avec effet immédiat. Ensuite, les services numériques. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes de streaming, puis supprimé leurs appareils de la liste autorisée. Chaque clic était un pas de plus vers ma liberté. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reprise de pouvoir. C'était une déclaration d'indépendance. Avant d'éteindre mon téléphone pour la nuit, j'ai initié la réinitialisation à distance du système de sécurité. Je savais que cela déclencherait l'alarme au petit matin. Et je m'en fichais éperdument. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une étrange sensation de légèreté, comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules pendant la nuit. J'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, pour la première fois depuis des années. Puis, les événements de la veille me sont revenus en mémoire, non pas avec de la douleur, mais avec une clarté froide. En allumant mon téléphone, j'ai été accueilli par un déluge apocalyptique de notifications, 37 appels manqués, 52 messages textes, et une dizaine de mails, tous arrivés aux premières heures du matin, créant une symphonie de panique numérique. Le premier message vocal que j'ai écouté était de ma tante Isabelle, sa voix habituellement calme empreinte d'une urgence palpable, horodatée à 7h15. Chloé, appelle-moi dès que tu as ce message. C'est la panique totale chez tes parents. Ils se sont réveillés avec tout de coupé, plus d'internet, plus de chauffage, et l'alarme de sécurité qui hurlait à tue-tête. Ils n'ont pas pu la réinitialiser, le mot de passe a été changé. Ton père, dans sa paranoïa, a appelé les gendarmes, il est persuadé qu'ils ont été victimes d'un piratage ou d'une tentative d'effraction. Ils sont là-bas maintenant. C'est un cirque pas possible. Rappelle-moi. Le message suivant était de Léo, un message texte envoyé à 7h22, dégoulinant de rage et d'incompréhension. Mais qu'est-ce que tu as foutu, bordel? La société de leasing a remorqué la voiture ce matin. J'avais un rendez-vous super important et je suis coincé chez eux comme un con. Règle ça tout de suite. C'est toi qui as merdé. J'ai souri. La voiture qu'il utilisait comme si c'était la sienne était au nom de mes parents, mais le leasing était payé par moi. Sans paiement, pas de voiture. Simple. Les messages vocaux de ma mère étaient une masterclass de manipulation, une progression fascinante de la colère à la supplication mielleuse. 7h30, Chloé, tu nous rappelles immédiatement et tu nous expliques ce qui se passe avec tous nos comptes. C'est inadmissible. 8h15, la banque a appelé. Ils ont dit que le paiement du crédit a été annulé. C'est une sorte de mauvaise blague après hier soir? Tu es vraiment cruel. 8h45, ton père a des douleurs à la poitrine à cause de tout ce stress. Le médecin dit que c'est dangereux. S'il lui arrive quelque chose, tu l'auras sur la conscience pour le reste de ta vie. 9h, sa voix soudainement douce, presque tremblante, s'il te plaît, ma chérie, si on a dit quelque chose qui t'a blessé hier, on est vraiment désolé. On était fatigués, stressés. Rappelle-nous, on ne peut pas gérer tout ça, on est perdu. Mon père n'avait laissé qu'un seul message, à 8h30, sa voix froide et menaçante, celle du patriarche bafoué. Quelle que soit la comédie à laquelle tu joues, ça s'arrête maintenant. J'ai parlé à ton cousin avocat. Ce que tu fais pourrait constituer un abus de faiblesse sur personne âgée et un abandon de famille. Tu as jusqu'à midi pour tout rétablir, sinon on envisage une action en justice très sérieuse. J'ai presque ri. L'ironie de m'accuser d'abandon de famille alors qu'il m'avait renié moins de 12 heures auparavant était savoureuse. Au milieu de ce chaos, un message de ma cousine Manon, un îlot de bon sens. Je prends de tes nouvelles. C'est la folie ici, mais je voulais te dire que je comprends pourquoi tu as fait ça. Ils n'ont pas été justes avec toi, ni hier, ni jamais vraiment. Prends soin de toi. Le plus surprenant fut un appel de mon oncle Gérard, un homme habituellement discret. Chloé, c'est ton oncle. Je veux juste dire que même si ta méthode a causé tout un remue-ménage,
ton père et ta mère ont dépassé les bornes hier. Ils nous ont toujours laissé entendre que c'était Léo qui les aidait financièrement, qu'il était un jeune entrepreneur brillant. On a tous été choqués d'apprendre que c'était toi qui tenais la barque depuis le début. Prends le temps qu'il te faut. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai composé un email unique, calme et factuel, adressé à mes parents, avec Léo, ma tante et mon oncle en copie. Chère maman et papa, hier soir, au dîner de Noël, vous avez clairement indiqué que mes contributions financières ne constituaient pas un véritable engagement familial. Papa a spécifiquement déclaré, payer les factures ne fait pas de toi la famille, avant de me demander de partir et de ne plus revenir. J'ai donc respecté vos souhaits en me retirant complètement de vos affaires financières. Toutes les factures, y compris le crédit immobilier, vous incombent désormais. Vous trouverez en pièces jointes les coordonnées de tous les fournisseurs. Maman, concernant ton message sur la santé de papa, s'il y a une urgence médicale, la procédure est d'appeler le 15, pas moi. Utiliser la maladie comme un outil de manipulation est inacceptable. Papa, concernant tes menaces juridiques, aucun enfant n'a l'obligation légale de soutenir financièrement ses parents. Tous les comptes étaient à mon nom. J'ai besoin de temps pour réévaluer notre relation. Cordialement, Chloé. Quelques minutes après l'envoi, ma mère a rappelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie. Chloé, s'il te plaît, sa voix tremblait, cette fois de larmes de crocodile. Ton père est à l'hôpital. Sa tension a grimpé en flèche. Le médecin dit qu'il aurait pu faire un AVC. Tu dois venir tout de suite. La panique m'a saisi une fraction de seconde. Et si c'était vrai? J'allais prendre mes clés quand un SMS de Manon est arrivé. Juste pour que tu saches, tonton Bernard n'est pas du tout à l'hôpital. Il est dans le salon avec les gendarmes en train d'essayer de porter plainte contre toi pour piratage informatique. J'avais envoyé mon email. J'avais posé mes limites. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ma mère était prête à aller dans la manipulation pour me faire craquer. 6 mois se sont écoulés depuis ce Noël fatidique, 6 mois qui ont semblé être une vie entière. Ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai déménagé. J'ai quitté mon petit appartement, trop chargé de souvenirs et de conversations téléphoniques douloureuses. J'habite maintenant dans un nouvel endroit, plus grand, plus lumineux, dans un immeuble sécurisé dont ma famille n'a pas l'adresse. L'argent qui, chaque mois, s'évaporait pour soutenir un mode de vie qui n'était pas le mien, alimente désormais un compte d'épargne confortable, un fonds d'investissement pour ma retraite, et les débuts de ma propre entreprise. J'ai lancé une petite agence de conseil en développement web, un projet que je caressais depuis des années et que je gère le week-end. C'est difficile, mais c'est à moi. Chaque succès, même le plus petit, a une saveur de victoire personnelle. Le chemin n'a pas été facile. Il ne s'agissait pas simplement de couper des virements. Il s'agissait de démanteler des années de conditionnement, de culpabilité et de faible estime de soi. En janvier, sur les conseils de Sophie, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement abusifs. La première fois que j'ai raconté mon histoire, ma voix tremblait. Mais en voyant les hochements de tête compréhensifs, en entendant d'autres partager des récits étrangement similaires, j'ai compris. J'ai compris que ce que j'avais vécu n'était ni normal, ni acceptable. Ce n'était pas mon échec en tant que fille, mais leur échec en tant que parent. Mon processus de guérison a inclus des activités spécifiques, des rituels pour me reconstruire. J'ai commencé à tenir un journal, y déversant des années de sentiments refoulés, de colère tue, de tristesse ignorée. J'ai pratiqué la méditation pour calmer cette anxiété sourde qui montait en flèche chaque fois que mon téléphone sonnait avec un numéro inconnu. Je me suis mise à l'escalade, trouvant une forme d'émancipation et de métaphore puissante à gravir des murs par ma propre force, à faire confiance à mes propres prises. Par l'intermédiaire de ma tante Isabelle, avec qui je suis restée en contact, j'ai eu des nouvelles sporadiques de mes parents. Ils avaient été contraints de vendre la maison de mon enfance. La nouvelle m'a pincé le cœur, mais la douleur était mêlée de soulagement. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit, en location. Mon père a trouvé un travail à temps partiel comme agent de sécurité de nuit, son premier emploi en plus de 10 ans. Ma mère a augmenté ses heures au cabinet dentaire, passant à un temps plein.
Ils s'en sortaient, s'adaptant à la vie sans le filet de sécurité que je leur avais fourni si longtemps. L'application de fitness de Léo ne s'est jamais matérialisée, bien sûr. Sans le financement de mes parents, il a dû faire face à la réalité. Il a pris un emploi de vendeur dans un magasin de sport. Selon Manon, il vit toujours avec nos parents, ne participe que très peu aux frais, et se plaint constamment que j'ai tout gâché et détruit la famille par mon égoïsme. En avril, j'ai reçu une carte de vœux, postée avec des mois de retard. À l'intérieur, un message impersonnel et une note manuscrite de ma mère, le passé est le passé. La famille devrait être ensemble. On t'attendra. Aucune excuse, aucune reconnaissance de leur tort, juste l'attente que je revienne à ma place, celle de la banque docile, comme si de rien n'était. J'ai répondu par un court message, poli mais ferme, merci pour l'invitation. Je ne viendrai pas. Je vous souhaite le meilleur, mais je suis encore en train de guérir des événements passés. Toute relation future entre nous nécessiterait une reconnaissance des torts et un engagement envers un respect mutuel. Ils n'ont jamais répondu. Toutes les relations familiales n'ont pas été perdues. Au contraire. Ma tante Isabelle et mon oncle Gérard sont devenus plus des parents pour moi que les miens ne l'ont jamais été. Ils appellent pour prendre de mes nouvelles, célèbrent mes réussites et ne demandent jamais rien d'autre que ma compagnie. Manon et moi sommes plus proches que jamais. J'ai même recommencé à fréquenter quelqu'un, un architecte doux et compréhensif qui, lorsque je lui ai raconté mon histoire avec appréhension, a simplement pris ma main et m'a dit, « La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui tu es né. C'est ceux qui te traitent comme si tu comptais. » En repensant à cette nuit de Noël, je réalise que lorsque mon père m'a renié, il m'a fait une faveur inattendue. Il m'a libéré de la prison des attentes irréalistes et du don sans fin que j'avais construite pour moi-même. En m'éloignant de la famille qui ne pouvait pas m'apprécier, j'ai trouvé la force de construire une vie qui le fait. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que la vraie famille n'a rien à voir avec le soutien financier ou l'obligation. La vraie famille vous voit, vous apprécie et vous aime sans condition. La famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect. C'est l'amour inconditionnel. La décision la plus difficile de ma vie a été de l'accepter. Avez-vous vécu une situation similaire? Comment avez-vous trouvé la force de poser vos limites et de vous choisir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences peuvent aider tellement d'autres personnes à se sentir moins seules. Si mon parcours a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de résilience et de reconstruction. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, la famille que l'on choisit est parfois bien plus réelle que celle qui nous est donnée.